Bonjour, bonsoir et bienvenue sur cet épisode du podcast 1001 ambitions. Le podcast qui met en lumière les 1001 projets qui naissent chaque jour autour de nous et qui méritent chacun leur petit coup de pouce. Je m'appelle Maëlle et je serai votre hôte, étudiante en communication et constamment à la recherche de nouveaux projets à mettre en avant. Je vais aujourd'hui vous présenter l'un d'eux. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note et un commentaire pour lui donner à lui aussi son petit coup de pouce. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Aujourd'hui, j'accueille Lucie Barion et Benjamin Hermenier, tous les deux étudiants à l'école de cinéma Ciné Creatis de Nantes. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial pour moi parce que c'est la première fois qu'il ne s'agit pas réellement d'une entreprise proprement parlée, mais plus d'un projet de fin d'études dont on va parler ensemble aujourd'hui. Et donc, dans le cadre de vos études, vous êtes en pleine réalisation actuellement d'un film dont on va parler aujourd'hui. Mais avant tout, j'aimerais vous faire découvrir un peu plus aux personnes qui nous écoutent. Donc, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter tous les deux ? Bien sûr, Benjamin, je te laisse la main. Très bien, je m'appelle Benjamin Hermenier, j'ai 27 ans. Voilà, je suis en école de cinéma et voilà, je suis un petit peu plus vieux, on va dire. J'ai fait des études avant. D'accord. J'ai fait des études d'histoire et en fait, ça m'a pas plu du tout. Et après, je suis parti voyager 2 ans en Australie. Ok. Et là-bas, en fait, j'ai commencé à filmer un peu et à m'intéresser à ça. J'étais déjà assez cinéphile avant, mais je ne m'étais pas du tout questionné assez, on va dire. Et après, j'ai décidé de commencer une école. Voilà. Je suis arrivé à Nantes. Ok, et toi, Lucie ? Alors pour moi, j'ai fait aussi des études avant. Moi, j'ai 23 ans. Et j'ai fait des études avant de commerce. C'était plus pour sécuriser mon avenir. Ouais. Mais je voulais faire Ciné Creatis faire du cinéma depuis le début de mon collège. Okay. Et j'ai décidé de rentrer à Ciné après mes études. Je suis partie 1 an à l'étranger et juste après, c'était le bon filon de partir à Ciné Creatis. Trop bien. Et pareil, j'ai toujours fait un petit peu de montage. J'ai toujours adoré ça. Donc je suis venue à Ciné Creatis pour me diriger vers le montage. Trop cool. Et l'opportunité de cette année, c'est de faire de la réalisation avec Benjamin. Voilà. Et du coup, vous faites quelle formation aujourd'hui à Ciné Creatis ? Il y a un nom spécifique ou... Ouais, alors il y a 3 dominantes en fait, 3 spécialités. Okay. Il y a la dominante production. Je suis en dominante production, qui est plus axée sur la production générale, sur les financements, le côté producteur. Ouais. Aussi l'assistanat de réalisation et aussi le côté régie d'un film. Okay. Voilà, donc c'est les 3 grosses branches production. On a aussi la section image, où vraiment on étudie le cadre, la lumière, toutes ces choses-là. La machinerie aussi, évidemment. Et la post-production, je te laisse en parler. Lucie. Ouais, du coup, je me suis dirigée en post-production pour ma part. C'est là qu'on voit tout ce qui se passe après le tournage, en fait. Ouais, bien sûr. Même en amont, d'ailleurs, il y a toujours des tests qui sont faits. Donc, il y a du montage, les effets spéciaux, mixage. Il y a toutes ces branches-là, étalonnage aussi pour tout ce qui est la couleur du film. Donc, moi, je suis plus en montage pour la post-production. Et c'est un choix qui a été logique pour vous ou pas ? D'aller vous diriger vers l'une branche ou l'autre ? Pas forcément pour moi. Ouais. Quand je suis arrivé à l'école, j'étais plus tenté par l'image. Je faisais beaucoup de photos quand j'étais jeune déjà. Et finalement, j'ai trouvé ça assez technique et trop pour moi. Et du coup, je suis plus parti en production. Voilà. Ok. Je m'étais aussi beaucoup intéressée à la dominante production. Ouais. Parce que le côté organisationnel et... moi, je vois un petit peu, par exemple, les gens de la régie, comme les papas, les mamans, qui encadrent vraiment le tournage. C'est un mot mignon pour décrire ça, parce que c'est énormément de stress, de préparation en amont. Et sur le tournage, c'est à eux qu'on demande de tout faire. Et je trouve ça passionnant. J'en ai fait un peu à ciné, mais bon, peut-être trop stressée pour faire ce genre de métier. Ouais. Donc, la post-production, c'est quelque chose que j'avais toujours voulu faire d'abord et j'ai gardé mon idée de le faire. Ça a aussi un côté assez technique qui me faisait très peur. Mais maintenant, je suis contente de m'être butée un peu dessus parce que c'est passionnant. Ouais.
Je pense que de toute façon, c'est comme tout, quand t'es passionné, on apprend plus facilement. Ça, c'est sûr. Et en parlant de passion, d'où est-ce qu'elle vient, vous, votre passion du cinéma elle est là depuis toujours ou c'est quelque chose qui est arrivé plus tard? Comme je disais, moi, j'étais assez cinéphile depuis ado, on va dire. Plus cinéma d'auteur. Et ça s'est développé de plus en plus, et voilà. C'est de la curiosité, je pense. On a vu, je pense, des films qui nous ont marqués au cinéma. Il y a un film, on a beaucoup parlé avec Ben, un truc où on s'est dit « Putain, tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu !» Et c'est Laurence Anyways, de Xavier Dolan. Ouais, ça c'est le film qui m'a... Alors c'est là où ma culture va pêcher, malheureusement. Tu peux faire un petit brief, vite fait, un pitch de quoi ça parle, au moins? Ouais, c'est l'histoire d'une femme transgenre, en fait, qui est en couple avec une autre femme. Donc au début, elle est homme. D'accord. Et ça suit en fait 10 ans de relation et de déchirement. C'est une histoire d'amour un peu impossible. Et voilà, ça suit ça. Et c'est le film qui m'a foutu la plus grosse claque au cinéma, où je suis parti en pleurant du ciné. Enfin, esthétiquement, c'était aussi une grosse claque. Et voilà, il coche pour moi beaucoup d'aspects dans le cinéma que j'apprécie. Dans la direction d'acteurs et d'actrices, dans le cadre, dans la lumière, dans beaucoup de choses, dans la musique aussi. Et voilà. Donc c'est un film qui a aussi aidé, je pense, à partir dans ce milieu. Ouais, bien sûr. Ok, trop bien. J'irai voir ça. Il est long, par contre, il dure presque 3 heures, faut se l'enquiller. Mais il est très très beau. Mais il est très beau, vraiment. Moi, je l'ai vu beaucoup plus tard que Ben. Mais pareil, c'était une grosse claque. Mais moi, la claque qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'était autre chose, c'était Harry Potter. C'est vrai ? Oui. Et puis, sur plein d'aspects, montage, musique aussi. Mais lequel ? Le 5. Tu veux un petit scoop, tu vas me détester. Je n'ai pas vu Harry Potter. Je fais partie de cette génération qui a été critiquée pour ne pas avoir vu Harry Potter. Parce que j'ai voulu regarder le premier. J'ai flippé parce que j'étais trop petite quand j'ai voulu le regarder. Et du coup, je pense que mon cerveau a fait un trauma dessus et je ne veux pas regarder Harry Potter. Mais c'est compréhensible. Je pense qu'il y a des classiques comme ça. Et pareil, nous on étudie en cinéma, mais il y a des choses qu'on n'a pas vues. Des gros classiques. Si je veux lâcher une bombe, attention, je n'ai pas vu Star Wars. Rien du tout. Voilà. Ouais, non mais c'est bien. Et voilà, c'est dit. On a des petits scoops comme c'est ça. Les petits scoops. Non mais moi après je blâme pas ceux qui l'ont pas vu, mais c'est je pense compréhensible. Pareil que toi, mais moi j'avais peur d'Hagrid, pas pour les mots. Enfin voilà. On a tous notre trauma de toute façon. Quand on est petit, je crois que c'est ça. Mais du coup après moi j'ai continué parce que je voulais recevoir cette lettre et aller à Poudlard. Mais au final, j'ai eu la lettre pour aller à Ciné Créatif, ça m'a convenu aussi. C'est bien aussi. Oui, c'est bien. C'est déjà une belle lettre. C'est déjà une belle lettre. Et dans le milieu du cinéma, c'est quel poste idéalement que vous voudriez faire à long terme ensuite ? Alors moi, ce serait le montage. Enfin, devenir monteuse, c'est le but à atteindre, disons. Bien sûr. Mais la réalisation m'intéresse après à voir si l'expérience que je vais vivre, que je vis actuellement me plaît. Ça c'est sûr, mais après voir ce qui peut se passer, quelles propositions je peux avoir aussi. Mais le montage c'est vraiment le but ultime. C'est le goal à atteindre quoi. Ouais, complètement. Pour moi, la réalisation aussi, même si en sortant d'école c'est pas forcément évident de commencer une carrière de réalisateur. Je sais que je suis intéressé par la régie aussi. J'ai pas envie d'en faire toute ma vie, mais c'est une très bonne expérience pour voir une vision d'un plateau, en fait. Parce qu'on se retrouve, quand on fait les annonces pour les gens qui sont à la régie derrière, on se retrouve avec tout l'aspect mise en scène, les comédiens, la réalisation, les techniciens, et c'est vraiment génial. Et j'ai pu l'expérimenter en stage. Et voilà, et puis après, la réalisation m'intéresse beaucoup. J'aimerais bien réécrire aussi. J'ai des idées. Je ne peux pas en parler maintenant, mais voilà. Ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur d'essayer d'aller vers la réalisation. Il a son petit carnet. Oui, j'ai un petit carnet avec des idées. Dans le cinéma ou dans tout autre, je vais dire art créatif, mais c'est pas vraiment ça. Mais dans tout objet de création, on a tous un petit carnet avec les idées, je crois. Oui, c'est ça. J'ai un carnet avec une liste de personnes goal à avoir sur le podcast. Je pense que la liste
est non seulement trop longue, mais aussi beaucoup trop inatteignable. Oh, faut y croire. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me dis. Et petite question qui m'a fait tiquer par rapport à ce que tu as dit, les perspectives d'avenir dans le cinéma qui sont quand même assez compliquées, en tout cas dans l'opinion générale, c'est pas quelque chose qui vous a effrayé pour vous lancer dans ce domaine-là, en tout cas? Complètement. Moi, si j'ai mis du temps à aller vers ces métiers, j'ai repris mes études à 25 ans, c'est parce que oui, j'appréhendais beaucoup ça aussi bien sûr. dans ce milieu. Mais en même temps, voilà, c'est des métiers de passion, de toute façon, donc c'est un choix à faire. Moi, je sais que les métiers routiniers, j'en ai fait quelques-uns en tant qu'étudiant, voilà, ou sur du plus long terme, ne m'intéressent pas. Et que là, d'avoir à chaque fois des nouveaux projets, de recommencer avec des nouvelles personnes, c'est extrêmement stimulant. Et enrichissant. Ça peut être gratifiant quand ça marche. Ouais, bien sûr. Donc, non, c'est pour ça aussi, je pense qu'on va vers ces métiers-là. Ouais, clairement. Et moi, c'est pareil. D'avoir commencé par des études avant, je le regrette pas parce que je pense que si j'étais arrivée dans ces études avec la maturité que j'avais à 18 ans, ça aurait pas été pareil, je pense. C'est clair. J'aurais été tout aussi passionnée, mais j'aurais pas eu ce truc de... prendre du recul. Ouais, comme quand t'attends un cadeau à Noël, tu te dis, putain, je vais vraiment l'avoir ce truc. Du coup, quand je l'ai eu dans les mains, j'étais très contente. En première année, j'ai été extrêmement studieuse. Je vais pas dire que maintenant je ne le suis plus, mais on s'accorde aussi. C'était quand même vachement sous-entendu. Hein. J'espère que les profs n'entendront pas ça, mais c'est plus le fait d'avoir attendu et d'être arrivée avec une plus grosse maturité. Ça, je le regrette pas du tout. Et pareil que pour Ben, d'avoir testé des métiers routiniers. C'est bien à court terme, mais à long terme, l'excitation des projets, bien sûr. C'est stimulant. Je pense qu'il y a des gens à qui ça convient et puis à d'autres moins. C'est ça. C'est comme tout. Et puis c'est le côté artistique surtout, c'est d'aller vers des voies plus artistiques, créatives, qui permet de s'adapter, faire constamment autre chose. C'est ça qui est intéressant. Et dans les métiers du cinéma... tout n'est pas lié forcément à la création, il y a des métiers purement logistiques, mais il y a en termes de pourcentage, on peut se trouver, et c'est ça qui est intéressant aussi. Carrément. Voilà. D'essayer des choses surtout. Comme ce qu'on nous demande de faire à Ciné Créatis, c'est extrêmement polyvalent. On a pu tester énormément de métiers, de rôles. En tout cas, on nous pousse à le faire. Et c'est juste extrêmement intéressant, mais jamais j'aurais cru. L'autre fois, j'ai parlé à mon père et je lui disais, j'ai appris ça sur l'électricité. Il était surpris. Il m'a dit, ah bon, mais vous voyez ça Je dis, oui. Puis en fait, c'est des petites connaissances qui nous serviront en plus dans la vie de tous les jours. Et ça je trouve ça hyper valorisant. De se dire qu'on a une polyvalence à acquérir. Et après, pendant les stages, on la développe. Ça, c'est parfait. Clairement. Et t'as parlé d'un truc qui me fait tiquer aussi, t'as parlé de cette maturité qui était importante pour arriver dans le milieu du cinéma. Qu'est-ce que t'entends par là ? Parce que je pense qu'il y a certainement des auditeurs qui vont nous écouter et qui vont se dire moi j'aimerais bien me lancer dans le cinéma et puis de se dire qu'ils auraient peut-être pas forcément cette maturité-là. Pourquoi pour toi c'est important ? Après ça c'est vachement personnel bien pour sûr. le coup. Mais c'est important d'avoir ton point de vue je pense sur cette notion-là. Complètement. En fait c'est que je sais que j'ai été moi parfois frustrée en première année en me disant pourquoi si on est dans un métier de passion, pourquoi on bosse pas autant, pourquoi on préfère sortir, c'est les années d'études, c'est normal. Bien sûr. Faut aussi s'amuser, on a bien compris. Et je le voyais pas forcément comme ça, mais j'étais contente quand même d'arriver avec cette envie de travail et de développer des choses, vu que je ne suis pas du tout scolaire pour le coup. C'est pour ça que je parlais de maturité. Vu que je suis pas scolaire, j'étais contente de me dire ok, là je vais rester 4 heures face à un prof qui va me parler de choses théoriques. En tout cas en première année c'est ça. Et de ne pas lâcher le truc parce que ça me passionne, bien sûr. Mais aussi parce que j'ai le recul de me dire l'école j'ai voulu la faire, je veux le diplôme, je veux progresser, je veux acquérir une connaissance cinématographique, etc. Une culture surtout que je n'avais pas forcément. Et là-dessus, si j'étais arrivée à 18 ans, je sais pas si... je pense que j'aurais pas gardé ce but-là vraiment sérieusement pendant un an, qui m'a permis après de pouvoir me détendre un peu
Et je suis sûre que si l'équipe technique écoute ça, ils vont faire « Ah bon, elle est détendue, Lucie !» Détends quoi? Détends quoi? Détendu. Non, après. Donc, c'est plus pour ça, pour la maturité, pour moi. Okay. Et du coup, vous avez aussi parlé des stages que vous faisiez, parce que, donc je savais pas, mais vous faites du coup des stages dans le cadre de vos études. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Je suis hyper curieuse de savoir. Les stages, alors c'est assez libre. Alors on a 18 semaines de stage à faire pour valider notre diplôme. Le tout, c'est de ne pas les faire sur nos semaines de cours. Donc en général, on le fait l'été ou quand on a des vacances scolaires. Donc moi, je sais que j'en ai fait un en post-production, en montage, cet été, enfin l'été dernier. Et c'était passionnant parce qu'on peut du coup échanger avec des professionnels. Et il y a ce côté d'apprendre aussi d'une autre méthode parce que nos profs, ils ont eu aussi une carrière autre que celle de professeur avant ou pendant. On a même des profs qui ont leur boîte ou qui bossent en même temps qu'être prof à ciné. Et au final, d'avoir d'autres points de vue, c'est intéressant. Il y a d'autres méthodes qu'on nous montre, surtout en post-production, j'entends. Donc ça, là-dessus... Moi, je sais que ça m'a pas mal servi, et puis je vais voir aussi pour la fin d'année d'en trouver d'autres. Ouais, carrément. Mais ouais, on a le choix de faire un petit peu ce qu'on veut. L'idée, c'est de le faire quand même dans le but de notre... Oui, bien sûr. Votre projet derrière. Ouais, notre projet professionnel. Ouais. Et moi, c'était en régie, du coup. C'était sur un long métrage d'Alice et Benoît Zenniter, qui devrait sortir cette année, si tout va bien. Et j'étais vraiment... j'ai reçu un mail, ça a été relayé par l'école, 2 semaines avant le tournage, où il fallait vraiment répondre au taquet. Ouais, bien sûr. Et je partais après un peu sur Rennes et dans les Côtes d'Armor. Et c'était juste 4 semaines géniales, quoi. Ouais. J'ai appris beaucoup sur les métiers de la régie. Puis plein d'expériences où voilà, c'est des métiers du dernier moment aussi, de service, où on te demande d'aller chercher un groupe électrogène à Saint-Brieuc alors que tu es sur Rennes et tu as 1 heure pour y aller et tu as ta voiture et maintenant tu y vas. Et tu arrives à 17h57 au magasin. Et c'est extrêmement chaud. Voilà, plein de choses. Et donc, évidemment, c'est la rapidité. C'est des moments de stress parfois assez intenses en journée. Et il y a le soir où en fait on se retrouve tous avec les techniciens, on boit des coups et on se détend et c'est pesant mais c'est vraiment génial. Et il y a les soirées de tournage aussi, fin de tournage où on fait des karaokés et on a l'acteur principal qui chante avec nous sur du Marc Lavoine. Et voilà, ça fait plaisir quoi. Ouais, alors, Lucie se fiche de toi ouvertement. Mais, mais c'est parce que j'avais les retours, moi, en direct. Bah oui, mais voilà, moi, ça a été une expérience, j'ai adoré. Et l'équipe régie, j'ai encore des liens avec eux. Et je suis pressé de les revoir. Et voilà. Et les tournages, c'est vraiment... intense, mais c'est la meilleure façon de se former. Après, ça dépend si on fait plus de la post-prod ou pas. Mais je conseille vraiment... Mais moi, je conseille même à des gens de post-prod... de faire du tournage parce que c'est juste c'est trop bien, hyper enrichissant. C'est vraiment chouette. J'adore ça aussi pareil et je sais que j'ai cette frustration pour le style de vie que je veux avoir. J'aimerais quand même tendre vers quelque chose de plus posé où je peux voir ma famille, mais il y a l'appel aussi du tournage. Et ça, je suis d'accord avec Ben, c'est intense, c'est des moments où on bosse, où il faut être réactif, tout ça, et puis juste après, on se détend, on découvre des gens, et en fait, on est tellement ensemble dans des moments de stress où on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi il faut qu'on prenne une décision là, et puis on y repense 2 heures après, quand il y a une pause, on est là, c'était énorme. C'est une grosse colo de vacances, quoi. C'est souvent, enfin voilà, on n'a pas non plus 3000 expériences de tournage, mais celles qu'on a sont déjà... Même qu'on a eu à l'école, c'était ça aussi. Donc, ce que j'allais vous dire, c'est que moi, ce pourquoi là, je suis très contente, c'est que plus vous parlez, plus la passion de ce que vous faites, des tournages se ressent au micro. Et moi, je suis super contente parce que je sais que les auditeurs, ils vont le voir comme ça, ils vont le comprendre comme ça. Et je vous jure que, franchement, je ne veux pas faire de cinéma dans ma vie, mais là, je suis tentée à vous écouter, en fait. Donc, vraiment, c'est on a envoyé un mail à l'école, on a recruté des gens. On
fait la promo de Ciné Créatif. C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est des milieux qui sont particuliers et c'est principalement ce que disent les parents quand ils viennent à des journées portes ouvertes à l'école, c'est toujours de... C'est un milieu, on connaît pas. Il y a une crainte. Bah oui, mais et puis, c'est ce que m'a dit une des mamans après avoir bien vendu l'école à la fille, et puis surtout en lui parlant, elle voulait faire la même chose que moi, ce que je veux faire, donc forcément il y a plus d'échanges, et la mère a dit à la fin, mais moi je vais m'inscrire, donc c'est le meilleur cadeau, puis en fait ils se rendent compte que c'est pas que quelqu'un qui tient une caméra, c'est pas que quelqu'un qui dit allez action, c'est derrière une fourmilière. Bah oui. Bah bien sûr. Ouais. Une fourmilière dont on se rend pas vraiment compte quand on n'est pas dedans, justement. Oui. Bon, on va peut-être commencer à parler du film quand même. Ok. Ouais. C'est une bonne idée. Ouais, quand même. Bon, alors comment elle est née l'idée de ce film-là ? L'idée, elle est née d'une réflexion en fait. Moi, c'était il y a 2-3 ans, à peu près, je pense. En regardant les réseaux et en regardant mes amis, ma famille, mes connaissances, je voyais qu'il y avait quand même beaucoup de parents, jeunes parents, qui mettaient des photos de leurs enfants en vidéo de façon assez régulière, parfois hebdomadaire, parfois même quotidienne avec les stories. Et je me disais, j'avais un certain malaise en fait en regardant ça. Je me disais, est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'il y a que moi qui ressens ça ou pas ? Et en tapant des mots-clés basiques sur Google, parents, exposition, enfants, je suis tombé sur le mot sharenting, justement. Dont j'allais te demander la définition. Ouais. C'était prévu. Ok, et je peux la balancer comme ça. Bah ouais, mais que tout le monde comprenne un peu bien sûr. De quoi ça parle. Du coup, le sharenting, qui est en anglais, du coup, le mot share, qui veut dire partager, et parenting, parentalité, donc cette contraction, pour expliquer le partage de photos d'enfants, de parents, de façon excessive sur les réseaux sociaux. Et donc un terme anglais, donc vraiment des études plus anglo-saxonnes, et finalement, un sujet dont on parle peu en France, c'est clair. Malheureusement. Et en me renseignant, j'ai vu qu'il y avait quelques médias qui en parlaient, mais quand même très peu. Et voilà, et l'idée était de se dire, ok, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant, qui serait intéressant à développer en scénario. Carrément. Et après, moi, j'avais des bribes d'idées. Moi, je suis quelqu'un de très visuel, donc j'ai surtout des idées de mise en scène. J'ai pas forcément ce truc d'écrire au début. Et ça a été très naturel ensuite d'en parler à Lucie, qui, elle, très à l'aise à l'écriture. Et voilà, c'est comme ça que je lui ai proposé... je lui ai proposé je lui ai proposé d'écrire, qu'on puisse écrire ensemble sur le sujet. Et voilà, en plus d'un an, il y a eu beaucoup de versions de scénario. Surtout au tout début. Alors, c'est même venu avant que tu me proposes d'écrire. Il m'avait juste parlé du sujet. J'ai fait, putain, c'est vrai que moi aussi, j'ai remarqué ça. Et je pense qu'on est beaucoup, en fait, à l'avoir remarqué et justement, comme tu disais, se sentir mal à l'aise par rapport à ce genre de choses. Ouais, c'est ça. C'est vrai que je pense que c'est comme beaucoup de phénomènes sociaux qui sont beaucoup étudiés par notamment les pays anglo-saxons. Oui. Et en fait, en France, on n'en entend pas parler. Ouais, c'est ça. On n'en entend pas parler. Et puis, même quand on en parle, je sais que du coup, par la suite, j'ai eu des débats avec des amis. Et il y en a qui sont là, mais c'est vrai. Et puis ça les dérange. Et puis il y en a qui sont, oh, mais je vois pas le problème, les gens font ce qu'ils veulent, etc. Mais en fait, c'est quand on regarde après les problèmes, enfin, le fond du problème, qui se disent, ouais, ok, il y a peut-être quelque chose. C'est-à-dire que un enfant, il a pas donné son accord. Donc c'est l'idée du consentement, mais c'est l'idée aussi, pas forcément que l'enfant soit d'accord ou pas d'accord, mais c'est où vont ces images après. Même si on a un compte qui est privé, il peut y avoir quelqu'un qui screen l'image, qui la partage ensuite, parce qu'on a tout ça, on connaît tous ces outils, et on s'en rend pas forcément compte. Et où vont les photos après ? Il y a la question de... Enfin, il y a beaucoup de questions de danger qui vont derrière après. Donc, et puis, il faut être honnête aussi, on parle de Google et des GAFAM, même si tu supprimes ta photo, elle est toujours là. C'est ça. Moi, je sais plus si je vous l'avais dit, mais je suis en études de communication, on nous le répète et on nous le rabâche à peu près 2 fois par jour. Bon, c'est vrai qu'il y a une question à se poser, quels qu'en soient les avis de chacun, mais il y a une question à soulever là-dessus, ça c'est certain. C'est ça. Et le fait que ça soit extrêmement banalisé aujourd'hui, et qu'il n'y ait pas vraiment de débat, on a l'impression chez les parents,
mais qu'il y ait quand même quelque chose qu'on peut apercevoir, qui est assez étonnant, c'est qu'on va avoir une minorité de parents qui vont prendre en photo leurs enfants, mais y ajouter un smiley ou prendre l'enfant de dos en photo pour préserver son anonymat. Tout à fait. Et en même temps, l'extrême majorité où il n'y a pas vraiment de lien. Donc il y a quand même quelque chose à l'intérieur dont on ne parle pas, du coup, qui est là. Mais le débat est quand même assez inexistant. Il y a des faits, mais il n'y a rien, il n'y a pas de discussion. Ouais, donc et puis c'est le rapport à l'image que les enfants vont avoir après, là-dessus. C'est comment ils vont voir, comment ils vont eux se percevoir. Est-ce qu'il va y avoir une forme de narcissisme qui va se développer ? On est déjà dans une société assez narcissique. Et c'est le fait aussi de... On l'a tous vécu, je pense, ce truc de... on ramène notre premier copain, notre première copine, ou même des potes à la maison, et les parents qui montent l'album photo avec les photos. Ah, regarde, c'est assez gênant, mais le fait que tout le monde puisse y avoir accès, vraiment, même les gens qu'on n'apprécie pas, c'est quelque chose qui est... on avait utilisé cette image qui avait un peu plus parlé à certains de nos professeurs. Il y a un truc à voir là-dedans, et c'est pour ça qu'on a commencé à écrire là-dessus, du coup après, parce que moi, il a dû m'en parler vers novembre 2020. Début 2021, février à peu près, on a commencé à écrire. En fait, on s'est buté dessus, mais c'était fou. Mais on était contents, en fait, d'en parler. C'était que des débats. Et puis l'écriture, après, elle a pris une forme, puis une autre. Et puis on était contents aussi d'avoir des retours de certains étudiants, et même d'avoir des gens, étudiants ou profs, qui changent d'avis. Ouais, bien sûr. Sur la question. Oui, aussi, oui. Ça, c'était cool. Je pense qu'on en reparlera plus tard, mais c'est aussi, je pense, l'un des buts de votre film aussi, de... pas forcément faire changer les mentalités, mais peut-être de juste... Questionner, voilà. C'est exactement le terme que je cherchais. Mais du coup, par rapport au choix du sujet, comment ça s'est passé avec votre école ? C'est vous qui choisissez sur quoi vous voulez travailler, ou comment ça se passe ? Oui, le sujet, on l'a proposé. Ça fait un débat. Enfin, entre guillemets, on va dire qu'il y a eu certains ressentis par rapport à ce sujet. Ouais. Et ensuite, c'était quand on propose un film de fin d'études, il y a différentes sélections. D'accord. Et il a finalement été retenu. Et voilà, et c'est passé. Ouais, il y a eu, je crois, 2 ou 3 sélections en tout. Ouais. D'accord. Au début, il doit y avoir à peu près 35 projets qui sont proposés. Ah ouais, on est par petits groupes. Ça passe devant les profs. Et puis, en fait, il y a une première sélection qui est faite où ils retiennent les projets qu'ils trouvent les plus... pas forcément les plus aboutis, mais ils allient, en fait, faisabilité. Parce qu'on a 9 jours de tournage. 8 jours de tournage, répartis sur 9 jours. Et puis, il y a aussi cette question de combien de personnages, pertinence du sujet, travail, enfin voilà. Ce qu'on peut proposer aussi comme enjeu aux différentes sections de l'école, post-production, image et puis production. Et puis, en fonction de ça, voilà, les sélections sont faites. Et jusqu'à l'ultime sélection où on sait quels films de fin d'études vont être tournés. Et puis ensuite, il y a tout une démarche aussi à savoir qui va réaliser, parce que c'est pas parce que nous on a écrit le sujet qu'on réalise. Il y a un appel à la réalisation et on peut proposer du coup donc sélection des réals, on arrive et on propose notre vision par rapport au sujet qui est écrit, comment on veut le réaliser, et puis après il y a une sélection des réalisateurs qui sont faites. En général ça se fait en début de 3e année. D'accord. Pour qu'après ça se lance et ça se travaille. Ok, trop bien. Bon, est-ce que vous pouvez au moins nous pitcher ce film ? Parce qu'on a beaucoup parlé de l'idée, mais... Ouais. Eh ben, écoute, c'est l'histoire de Tom, donc un adolescent de 14 ans, qui donc se fait prendre en photo par sa mère depuis qu'il est bébé. Et en fait, elle les partage régulièrement sur ses réseaux à elle. Et un jour, il y a une photo qui fuite. Et du coup, il subit du harcèlement au collège. Et c'est à partir de ce moment-là que notre histoire bascule. Et que nous, du coup, on décide de traiter le sujet du share hunting, parce que le harcèlement est une des thématiques que nous, on a choisies, mais il y en a bien d'autres. Ouais, bien sûr. Mais on le fait à travers le harcèlement, parce que c'est quelque chose que je pense beaucoup de gens ont vécu aussi. Bien sûr. Pas forcément lié au share hunting, mais voilà, ouais. Ouais, c'est une thématique qui parle à beaucoup de monde. Ouais. Et si vous voulez pas répondre, je pourrais comprendre, mais pourquoi vous avez voulu traiter le share hunting par cette thématique-là, justement ? Il y avait une raison particulière, ou c'était plus parce que c'était un bon axe pour vous de... Bien, pour ma part, vu que j'en ai subi du harcèlement au collège, j'ai voulu,
traiter cette thématique-là. Parce que c'est quelque chose qui me touche énormément et qui te touche aussi. Moi aussi. Alors, j'ai pas vécu, je pense, comme toi, vraiment du harcèlement, je dirais, au collège. J'ai eu des petites choses, mais j'ai pas été affecté, on va dire. Mais c'était surtout toi aussi qui, je pense, dans l'écriture, a beaucoup joué sur cet aspect. Ouais. Et puis après, moi, c'était pas lié aux images, mais je sais que c'est quelque chose qui est très actuel aussi, bien sûr. De se retrouver sur les réseaux sans le vouloir, ou de ne pas voir la portée, parce qu'on est jeune à cette époque, et puis on est très... tout nous paraît très innocent, et au final, les choses ne le sont pas. Donc ça a été assez logique pour moi d'apporter cette touche au scénario. Et puis en fait, on s'est rendu compte que voilà, ça marchait, que les choses étaient tout aussi fortes. Carrément. Et que ça nous permettait aussi de toucher les parents, parce que quand on sait que son enfant subit aussi des choses qui sont pas contrôlables par les parents, ils sont pas là à l'école pour voir les choses. Ouais, bien sûr. Ça permet aussi d'alerter et toujours de questionner sur cette question du sharenting. Carrément. Et c'est quoi pour vous l'objectif du film ? L'objectif, c'est de, comme on l'a dit tout à l'heure, vraiment, on l'a dit là aussi, de questionner les parents sur ça, sur en fait, quand on pose quelque chose, voilà, est-ce qu'on le fait de façon spontanée, ou est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une réflexion derrière ça, se dire, est-ce que la photo que je suis en train de mettre, est-ce qu'elle peut paraître embarrassante, est-ce que dans le futur, ça pourra provoquer des choses, je sais pas, pour l'aspect professionnel, voilà, de l'enfant, quand il va grandir. Voilà, c'est questionner tout ça, en fait, qui est important. C'est vraiment pas d'apporter un côté moralisateur en disant il faut pas faire ça. Oui, bien sûr. De nuancer le propos et de dire nous, c'est un sujet qui nous touche, qu'on constate, mais on n'a pas du tout le statut pour faire la morale aux jeunes parents, parce que peut-être que même nous, on en a fait aussi du sharenting sans bien sûr. Bon, on n'est pas parents, mais on n'a pas eu d'enfants ensemble, ça va. Je crois pas. Je te l'ai pas dit. Tu m'as pas dit. Plus tard. Mais non, c'est plus ce fait de dire on constate ça, parlons-en et essayons d'ouvrir le débat, quoi. C'est plus ça. Le grand mot, c'est questionner, en fait. C'est ça. Ça résume bien, je pense, ce que vous êtes en train de dire. Et donc le film s'appelle Regarde-moi, parce qu'on ne l'a pas dit depuis le début quand même. Comment est-ce qu'il a été choisi, le nom du film ? Alors, est-ce qu'on le dit du coup Non, alors il y a pas le dire. Il y a plusieurs raisons en fait qui nous ont fait. Il y a plusieurs raisons qui nous ont fait dire que ça pouvait être ce titre-là le meilleur, jusqu'au jour où le film n'est pas terminé. C'est pas très français. Non, mais ta phrase est un peu bizarre quand même. L'idée globale est comprise. Jusqu'à la fin de la post-production, le titre n'est pas acté, mais pour l'instant, nous, on reste là-dessus. Oui. Regarde-moi, c'est une manière pour Tom de dire à sa mère de le regarder, mais pas forcément... Pas à travers un écran. Voilà, c'est ça. Pas à travers un écran. C'est de dire, je suis un enfant, je ne suis pas un objet. Parce que ça, c'est aussi une question de se dire, pourquoi on prend son enfant en photo ? C'est une question de fierté, peut-être, de vouloir montrer son enfant. Oui, bien sûr. Mais parce que c'est un humain, il a aussi son mot à dire. Après, l'âge fait qu'on ne peut pas forcément se dire à 14 ans, 13 ans, 8 ans, non, j'ai pas envie d'être sur les réseaux. Oui, bien sûr. Mais c'est histoire de dire, regardons-nous aussi dans la vraie vie, quelque part. Et du coup, en pré-production, et puis même pendant la production et en post-production derrière, en tout, est-ce que vous savez combien de personnes sont impliquées dans le projet ? Beaucoup. Là, on est... pour les plus grosses journées, on va être une 50aine sur le tournage. Après, oui, ça varie entre, je pense, ça peut être une trentaine... sur les petites journées. Ouais, voilà, c'est ça. Ça dépend de jusqu'à 50, Ouais, bien sûr. Donc, puis même au-delà de ça, il y a donc ça c'est vraiment l'équipe technique. Oui. Mais il y a aussi l'équipe artistique, donc c'est les acteurs, les actrices, les figurants. Là, on monte un peu plus haut. Ça peut monter jusqu'à, on va dire, un peu moins de 100 pour une journée quand on a beaucoup de figurations. Ouais, carrément. Donc ça fait quand même un paquet de monde à gérer. Ouais, c'est un challenge. Et comment ça se passe au niveau de l'organisation, du coup
Alors l'organisation qui fait quoi ? Ouais, c'est ça. En fait, je me suis juste, moi, en préparant, posé la question de me dire, aujourd'hui, si on veut créer un film, qui va gérer quoi ? Parce que, comme vous êtes dedans, je pense que vous avez bien les rôles prédéfinis dans vos têtes. Oui. Mais pour des personnes qui connaissent pas du tout ce monde-là... moi, quand vous m'avez dit au début, je suis réalisateur, assistant réalisateur, j'étais là, mais comment ça, il y a un assistant réalisateur ? Mais il fait quoi ? Il est différent que le réalisateur. Ok, bien sûr. Alors, on va peut-être pas pouvoir aborder tous les rôles. Tous les rôles, mais on peut pour faire... avoir une vision globale. Bien sûr, carrément. Alors, donc nous, on a un assistant qui, en gros, va gérer... l'emploi du temps du tournage, en gros, sur quel plan on va tourner à telle heure. Il va essayer de répartir de la meilleure façon en fonction des décors pour que tout se concorde et puis qu'on gagne le plus de temps possible pour que tout soit bien allié. Et ensuite, on a par exemple un directeur de production qui va gérer plus le financement du film. Donc toutes les dépenses en termes de décoration, de régie, de logistique, qui sont conséquentes. On va avoir la régie, donc qui va s'occuper de tout cet aspect-là aussi de logistique, de recherche un peu de décor aussi, en lien aussi avec la personne qui est à la décoration, la chef déco. En fait, la régie, en plus, c'est extrêmement vaste, parce que c'est aussi où est-ce qu'on gare les voitures, où est-ce qu'on met les camions, c'est tous les petits détails. Tous les petits détails, où est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on va brancher l'hébergement, la tout... sécurité du tournage. Il y a beaucoup d'aspects. De choses. C'est un gros morceau, la régie. En amont, Même la production de manière générale, c'est vraiment très conséquent. Après, on bascule aussi sur l'image. Donc, on a forcément un cadreur avec ses assistants. Oui, bien sûr. Un chef machiniste qui va s'occuper de tout. Si on a des travelling, si on a des plans grues, de la machinerie vraiment pour accompagner le cadre. Est-ce que tu peux juste définir travelling au cas où ? Ouais, travelling, du coup, c'est le fait de poser la caméra sur des rails. Et puis d'avoir un plan qui est très doux, en fait, où on avance, on recule, où on va sur les côtés. C'est en mouvement. Voilà, pour avoir du mouvement à la caméra, mais du mouvement qui est très doux, sans saccade. Voilà, en gros. Et donc, tous les deux, vous êtes réalisateurs ? Ouais. C'est ça ? Est-ce que vous pourriez expliquer un peu aux personnes qui nous écoutent en quoi ça consiste ? Qu'est-ce que vous allez faire pendant le tournage ? Ce genre de choses ? Ouais. Alors, le réalisateur ou la réalisatrice, on est deux du coup. Tout à fait. En gros, prépare ce qu'on appelle un découpage, où il va imaginer par rapport au scénario, plan par plan, par séquence en fait, comment il imagine le cadre, comment il imagine aussi quelle lumière il aimerait avoir, quel mouvement par la machinerie il aimerait avoir. Aussi quel son il veut aussi dans ces scènes-là. Et donc c'est vraiment tout l'aspect artistique. Et il va devoir aussi créer une certaine cohérence en fait dans ce découpage pour que ça aille avec le scénario. Ça aille avec le scénario, que ce soit compréhensible et que ça soit fonctionnel surtout. Ça c'est important en fait dans le découpage. Ouais. Et donc pour ça, nous on se fait aider de toute l'équipe avec nos chefs de poste. Donc directeur photo pour la lumière, cadreur pour le cadre. Salut Hugo. Quand même, non, il faut le dire. Il faut le dire. Surtout parce qu'il y a certaines personnes qui vont l'écouter sur les plateformes de streaming et qui n'auront pas la vidéo. Donc il y a quand même quelqu'un qui est en train de nous filmer actuellement. Ça me perturbe beaucoup. Voilà, donc Hugo par exemple qui est notre cadreur, où on va pouvoir discuter de tout ça avec notre ingé son. C'est vraiment tous les techniciens qui sont présents au film, les chefs de poste qui vont nous conseiller, nous aider à y voir plus clair aussi en amont du tournage pour qu'on visualise les choses, pour tout l'aspect technique. Pour tout l'aspect technique de l'image, Benjamin est beaucoup plus à l'aise que moi. Il voit, comme il disait tout à l'heure, il est beaucoup plus visuel que moi. Moi, j'ai besoin de voir vraiment les choses faites pour me dire, ok, c'est ça. Donc, on fait beaucoup de tests en amont aussi. Ouais, bien sûr. Donc, la répartition au tournage, c'est vraiment
nous, on va s'accorder des libertés, mais Benjamin sera plus avec l'équipe image. En général. Voilà. Ouais, ok. Et moi, plus à la direction d'acteur, du coup. Ok. Acteur, actrice. Mais on se consulte là-dessus. Oui, voilà. Ouais. C'est pas en 50-50, on va dire. Moi, je suis quand même attaché à la direction d'acteur, parce que j'ai eu la chance d'en avoir fait l'année dernière aussi. Mm-hmm. Et du coup, je pense qu'on trouverait des petites techniques pour parler. Ouais, bien sûr. Parce que depuis le début, on est 2, et moi, je me vois pas ne pas le voir toute une journée parce qu'il est derrière en train de dire alors voilà, le cadre, on va faire comme ça, puis moi, de loin, faire Benjamin, viens. Ouais, bah oui. Donc non, là-dessus, on s'est réparti les rôles, mais on sait qu'on va avoir besoin l'un et l'autre. Oui, mais pareil, moi, je veux tes retours au cadre. Ouais. C'est un vrai travail d'équipe, en fait. Ouais, c'est un travail d'équipe. Et heureusement qu'on est 2, parce que je pense que moi, c'est pas un rôle que je me vois assumer toute seule, en tout cas, parce que c'est complexe, il y a plein de choses à faire. Et puis... C'est très complexe, et on a la chance d'avoir l'équipe technique qu'on a aussi pour nous aider à y voir plus clair. Rien que par exemple pour l'image, Benjamin est beaucoup plus à l'aise là-dessus, mais moi je sais que dès que je pose une question à l'équipe image, j'ai toujours des petits... Alors des fois ça les fait marrer parce que c'est un petit tuto à chaque fois, mais moi je suis contente, j'apprends énormément de choses. Benjamin en post-production apprend aussi des choses. Oui, parce que je suis pas à la post-prod, c'est vrai que je suis pas le plus calé. Ouais, mais pareil, en fait, on arrive à se répartir les rôles, et puis à avoir de bons conseils aussi de la part de notre équipe. Donc, carrément. Là-dessus, c'est bien rodé, c'est cool. Oui. Ouais. Et donc, vous avez parlé d'acteurs. Vous avez du coup réalisé des castings. Comment ça s'est passé ? Alors là, en ce moment, il y a des recherches, en fait. Il y a des personnes intéressantes qu'on n'a pas encore validées, mais c'est en développement et ça se profile. Ouais. D'accord. Donc voilà. Il y a des bons retours du casting, des castings qui ont été faits, parce que c'est un travail de longue haleine. Ouais, bien sûr. Et ça, là-dessus, c'est compliqué parce qu'on a toujours une vision de nos personnages au scénario. Oui. Et quand on les voit en vrai, alors soit on se dit ok, c'est elle ou c'est lui. Mais ça peut aussi être... totalement l'inverse, ouais. Ah, c'est pas ça que j'avais imaginé, mais c'est intéressant. Ou alors, bon, bah non, c'est pas ça qu'on avait vu. Donc c'est vrai que c'est pas terminé, on est encore dessus. Et ça va le faire. On va pouvoir commencer nos répètes bientôt, je pense. Ouais, carrément. Et donc, pour les lieux de tournage, je suppose que ça doit être, entre guillemets, le même bazar. Oui, on a un collège dans notre film, du coup, dans l'histoire, qu'on a trouvé. D'accord. Ce qui est Saint-Stanislas. Donc, on a fait des repérages là-bas. Ouais. On a fait, essayé des prises de vue. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, donc on est très contents. Ouais. Parce qu'on a des éléments très précis dans le scénario qui se doivent d'être là. Et en fait, le collège coche tout ça. Donc, c'est cool. Extrêmement cool. Ouais. C'était assez inattendu. Parce qu'au début, on n'était pas du tout parti sur ce genre d'endroit. Ouais. Et en fait, quand on l'a vu en photo, sur les repérages qui ont été faits, donc nous, on n'était pas là. Mais quand on a vu les photos, on a fait « Ah, ouais, c'est pas mal quand même. » Ouais. Et on y est retourné, du coup, pas plus tard que la semaine dernière avec notre équipe image. Et on était super contents de voir que ça fonctionnait. Cool. Donc et puis sinon, pour le reste des décors, il y a des choses qui sont encore en discussion et en recherche. Mais ça avance. Trop cool. Et du coup, pour toute la partie matérielle, c'est votre école qui vous prête tout ça ou... Ouais. On a, en termes de caméra, en termes de lumière, de machinerie, c'est l'école qui fournit. En fait, on n'a pas à se soucier de ça et de louer. Ça fait un point en moins. On pourrait, en fait, on peut se permettre de louer à côté si vraiment il y a des objectifs ou, je sais pas, certaines lumières précises qui nous intéressent. Là, pour l'instant, j'ai pas l'impression... Enfin... Si j'ai ouï dire qu'ils allaient louer quelques petits trucs. Mais peut-être. Bon, c'est le directeur de prod après qui voit ça et qui dit... C'est en discussion. C'est en discussion, mais je pense notamment à la machinerie ou des choses comme ça. Ils ont commencé à se renseigner parce que c'est vrai que vu que tout évolue jusqu'au tournage, il y a peut-être un truc qu'on a prévu qui va peut-être être retiré après. Donc pour l'instant, ils se renseignent sur combien ça peut nous coûter, combien de temps on en aurait besoin. Tous les éléments pour pouvoir faire vos choix ensuite. C'est ça, c'est ça. Carrément. Et du coup, le tournage, il se passe en avril. Ouais. C'est ça ? Donc dans un mois. Ça va arriver vite. Ça arrive à grands pas. Oui. Ouais.
Je me doute. Et du coup, vous tournez sur combien de temps ? 8 jours. Ouais, c'est 8 jours de tournage étalés sur 9 jours. On a quand même une petite journée de pause pour faire souffler un peu certaines personnes, mais ça va nous permettre, nous aussi, de peut-être retravailler quelque chose qu'on veut voir entre les deux, tout ça. Faire des petits réajustements. Ouais, mais du coup, ça va être 8 jours très intenses. Carrément. Le clap de fin, ça va être émouvant, je pense. Ah bah bien sûr, surtout sur un projet qui est aussi personnel, je pense que l'accomplissement final, c'est toujours le plus émouvant. C'est sûr. Puis c'est le dernier film qu'on va réaliser à l'école, le aussi grand film, donc forcément ça va être chargé en émotions. C'est ça. Ouais, bien sûr. C'est un court-métrage, je pense que c'est très formateur pour des étudiants comme nous d'avoir cette possibilité-là de faire un court-métrage comme ça. Et puis ça nous permet de toujours continuer à bosser avec de plus grosses équipes et on est content de retrouver aussi des gens avec qui on a déjà travaillé, on sait que ça marche, que ça fonctionne. Ouais, bien sûr. Et non, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Cool. Bon, bah, on croisera les doigts pour vous pour que tout se déroule bien, mais bon, je suis pas trop inquiète non plus. On verra. On croise les doigts. Et du coup, au niveau des financements, comment ça se passe pour votre film aujourd'hui ? J'ai vu qu'il y avait une cagnotte LOASO, du coup. Ouais. On a une cagnotte sur Internet, donc là, qui est à hauteur de 5 000 €. Et en fait, voilà, il y a d'autres financements qui se passent par le biais d'entreprises, en fait, où on va à la recherche d'entreprises pour trouver de l'argent. Et on a quand même une aide aussi de l'école. Voilà. On a aussi une aide de l'école, mais qui n'est clairement pas suffisante. Ouais, bien sûr. Donc nous, c'est vrai qu'on a fait un appel aux dons sur les réseaux. Mais si jamais vous qui écoutez ce podcast... Ah non, bien sûr. Tout sera dans la description. Que ce soit, super. Parce les réseaux sociaux, on parlera tout à fait le reste. C'est assez... c'est prix libre. Chacun met la somme qu'il veut. Mais c'est vrai qu'une petite aide de 10 personnes fait que nous, on peut faire... augmenter les moyens du film. C'est ça, et puis il y a quand même beaucoup d'aspects du film qui vont nous coûter cher, rien qu'en termes de régie, de logistique. Donc le repas des comédiens, des techniciens, les transports aussi, la location de camions pour transporter toutes ces petites choses sympathiques. Tout le matériel, c'est assez conséquent. Et puis même s'il nous faut louer du matériel en plus au service du film pour que ce soit encore plus joli à regarder. C'est ça. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi les costumes, tout l'aspect vraiment général du film est produit accessoires, par ça, quoi. Et la décoration en général. Donc c'est à ça que tout ça va servir. Ouais, bien sûr. Donc c'est vrai qu'on a besoin de ça et on y travaille, mais c'est vrai que tous ceux qui veulent participer sont les bienvenus. Et qu'en plus, ceux qui participent sont au générique du film, il faut le dire quand même. Bon, je vais peut-être aller mettre un petit billet alors. Ah bah bien, pas de souci. Et du coup, les entreprises qui deviennent entre guillemets partenaires de ce projet-là, comment elles sont mises en avant ? C'est un bandeau ou c'est du placement de produits ? Alors, c'est au générique, oui. Ok. Donc le logo, généralement, de l'entreprise qui est devant dans le générique. Et donc, du coup, vous avez, pour toute la partie promotion, des réseaux sociaux ? Oui. On a Facebook, on a Instagram. Et voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. On va dire que, oui, Facebook, c'est... c'est des personnes plus âgées. C'est pas les mêmes publics, on va dire. C'est ça. Donc, et Instagram, c'est beaucoup plus jeune quand même si je pense que la tendance s'inverse un peu maintenant. Ouais. Mais l'idée, c'est d'avoir ces deux médias-là. Donc, pareil, si les gens veulent venir nous suivre, parce que c'est là-dessus qu'on va communiquer sur l'avancée du film, sur ce qui se passe aussi donc, pendant le tournage et après tournage aussi. Parce que du coup, il y a toute la post-production derrière et toutes les informations liées au film seront véhiculées là-dessus. Donc, c'est vrai que c'est... Et du coup, c'est quelqu'un en particulier qui s'occupe de toute la partie communication sur le film ou... Ouais. Oui. C'est Paul. C'est Paul, notre responsable Big com. Up à Paul. Big up à Paul Toboulik. Donc, c'est lui qui s'en charge et qui aime beaucoup cet aspect-là de la préparation d'un film, parce que c'est vrai que du coup, il faut être un peu prêt partout. Ouais, bien sûr. Il faut arriver à bien communiquer aussi sur le film.
Donc il est aidé aussi donc, de notre équipe image qui l'aide quand il y a des photos à faire, des choses comme ça. Et puis aussi de l'équipe post-prod qui va prêter main forte. Un super logo et puis un super mini-clip vidéo aussi quand même. Ouais, c'est ça. Bah, ça c'est Teddy. Teddy et Jordan qui nous l'ont fait. Teddy a été notre graphiste pour ça. Cool. Et puis Jordan a animé donc, le logo. Sinon c'est un super taf qui a été fait. On était super contents parce que c'était à l'image de ce qu'on voulait aussi. Ouais, bien sûr. Donc ouais, ça trop cool. C'est à eux. Et puis Aurélien pour les photos aussi. Photos d'équipe. Comme ça, on a cité tout le monde. C'est ça. Presque. Beaucoup. Si, on va en profiter quand même pour citer quelqu'un qui est important pour ce podcast aujourd'hui, c'est Victor. Parce que s'il n'y avait pas Victor, il n'y aurait pas eu ce podcast aujourd'hui. Pour expliquer rapidement à nos auditeurs sans entrer dans les détails, on se connaissait nous depuis longtemps, on s'était un peu perdu de vue. Et puis c'est lui qui m'a parlé du projet. Donc bon, ça me paraît évident de le citer parce que le pauvre, il n'est pas forcément là aujourd'hui, mais sans lui, on ne tournerait pas ça aujourd'hui. Donc, ça c'est sûr. Merci Victor. Merci Victor. Victor qui est le premier assistant réalisateur. Ouais. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Dont on a expliqué le poste tout à l'heure. Ça va, on a bien fait notre travail. Oui. Il va sûrement dire vous avez oublié tel aspect, tel aspect, parce que c'est un rôle qui en même temps qui est tellement large aussi. Pardonne-nous Victor, la prochaine fois tu viendras. C'est un poste j'ai dit que je l'inviterai à un moment donné. Je vais trouver un autre projet, on va lui créer un projet pour qu'il vienne. Et du coup, sur la partie diffusion ensuite, comment ça se passe ? Alors la diffusion, premièrement on a une diffusion normalement au Gaumont ou à l'UGC. D'accord. Atlantis, qui se fait début juillet. Ok. Et à ce moment-là, en fait, on a un jury de professionnels qui vient, en fait, jauger, enfin, pas jauger, mais évaluer, on va dire, notre travail. On pourrait dire ça comme ça. Jugez-nous. Jugez-nous. Et voilà. Dommage pour un film sur le jugement. Mais oui. Non, mais... c'est d'évaluer, voilà, comment... bien sûr. Où est-ce qu'on en est dans notre formation ? Bon, à la fin, du coup, mais carrément. Ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a mis en fait au service de cette idée qui est partie de la tête de Benjamin, et puis après ce que ça rend, c'est important d'avoir le retour de professionnels à ce niveau-là. C'est ça. Donc c'est des profils différents, soit en production, en image, en post-production, qui viennent juger notre travail. Et oui. C'est la tête que tu as fait quand je suis chez notre travail. Et voilà, et ensuite, quand le film est passé, on peut aller aussi en festival. Voilà, on peut choisir, voir quel festival pourrait nous intéresser. Et est-ce que tu pourrais expliquer un peu le principe du festival ? Parce que Victor me l'a expliqué un petit peu, mais je connaissais absolument pas avant d'en discuter avec lui. Eh bien, il y a différents festivals de ciné en France ou dans le monde en général. On peut postuler sur Internet à ces festivals via une plateforme. Et ensuite, on est sélectionné ou pas. Et on peut recevoir des prix ou pas aussi. Et c'est toujours le moment aussi pour des réalisateurs ou autres producteurs de se faire un réseau, de discuter. Et si on a déjà aussi des projets dans le tiroir, c'est d'en parler et voir si ça peut déboucher à quelque chose. Donc de toute façon, c'est des métiers de réseau généralement. Et les festivals, c'est des lieux où les techniciens ou les réalisateurs, producteurs sont amenés à venir pour discuter. Et c'est comme ça qu'on enchaîne les projets aussi. Bien sûr. Et du coup, pour les auditeurs qui nous écoutent, quand est-ce qu'ils pourront voir le film dont on parle aujourd'hui et puis où surtout ? Alors généralement, comme il y a cette période de festival qui est assez importante, l'école nous donne 2 ans pour envoyer nos films en festival. D'accord. Et à partir de 2 ans, en fait, on a une chaîne YouTube de Ciné Créatis. Et là, l'école met directement en ligne le film. Trop cool. Et voilà, donc ça met un peu de temps, 2 ans, mais voilà, c'est une manière de le voir. Je le mettrai en description comme ça, même si nos auditeurs veulent aller regarder ce qui a été fait aussi. Exactement, avant, bien sûr. Une idée un peu du travail, c'est hyper intéressant. Et puis même les réseaux en général, des films qui sont faits à Ciné Créatis, les réseaux communiquent aussi dès que le film sort. Oui, bien sûr. Disent vous pouvez aller le voir. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a une période assez longue quand même
Enfin, c'est long, tout dépend comment on voit le temps qui passe. Moi, je trouve ça long. Oui, mais bon. mais c'est vrai que voilà, ça arrivera vite, mais il y aura quand même un petit temps de patience pour les gens qui ont envie de le voir. Carrément. Et on espère que les gens auront envie de le voir. Bah moi, en tout cas, j'attends que ça. Mais... Et du coup, si on devait résumer un peu tout ce projet-là, c'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de l'écriture, pas encore de la production, parce que le tournage n'est pas fait, mais... De s'entendre déjà. Oui. On se tape dessus constamment. C'est faux. Déjà, à l'écriture, donc il y a eu un peu plus d'1 an d'écriture de scénario. Ah oui, quand même. Ah oui, c'était assez énorme. Et je pense qu'un point qui était important, c'est de ne pas faire un scénario avec des personnages trop manichéens, c'est-à-dire soit trop gentil, soit trop méchant. Ouais, bien sûr. Pour vraiment avoir des gens quelque chose d'assez réaliste, en fait. On ne va pas... avoir une mère tyrannique ou voilà, c'est de créer cette nuance. Ouais, cette nuance et l'équilibre aussi dans les personnages. C'est ça. Ouais, bien sûr. Ça, c'était important. Et puis d'apporter un vent de fraîcheur à un moment donné aussi où nous, on en avait besoin parce qu'au début, on n'était que tous les deux. Puis on a été rejoints par plusieurs personnes. Ouais. Et donc, on a créé l'équipe d'écriture c'était début septembre. Et ça nous a, apporté beaucoup de choses d'avoir d'autres yeux, d'autres cerveaux venir observer tout ce qu'on était en train de faire. Ouais. Donc là-dessus, le scénario, à ce moment-là, est parti d'une autre direction, enfin pas d'une autre direction, mais on a pu constater l'évolution et on en était beaucoup plus contents. Et après, c'était d'aller rechercher vraiment... dans les retranchements du scénario, ce qu'on pouvait en tirer de meilleur, en fait. Ouais, bien sûr. Et, mais même sur le tournage, il y aura de la réécriture, ça c'est clair. Ouais. Des choses, on se dit, en fait, non, ça marche pas. Donc ça, c'était assez difficile parce que il y a des fois, on se décourage. Puis on se dit, après, non, en fait, il y a une chose qui nous plaît là, on va aller l'explorer. Donc... Mais c'était quand même compliqué. Ouais. La longueur de cet exercice était compliquée. Après, on sait que pour des longs métrages, c'est bien plus long. Ouais. Mais en tant qu'étudiant, passer 1 an sur un projet, on voit nos personnages évoluer. Oui, bien sûr. Donc on les imagine. C'est pour ça, quand on parlait du casting tout à l'heure, nous, on les a en tête. Puis quand on voit d'autres personnes, on se dit, ah oui, en fait, c'est peut-être comme ça. Oui, c'est clair. Donc ça, c'était compliqué, ça c'est sûr. Mais sinon, c'est constituer une équipe aussi et arriver à ce que tout le monde prenne sa place. Ça, c'est compliqué aussi parce que... sans le vouloir, il y a des gens qui peuvent se sentir moins impliqués, d'autres trop impliqués, et c'est d'arriver à trouver un équilibre entre tout le monde. Et ça, c'est pas évident non plus à trouver, même entre nous, d'arriver à se dire... oui, bien sûr. D'être conscient de nos atouts, de nos faiblesses, et de se dire à des moments, là moi, j'arrive pas, aide-moi. Et puis inversement, puis savoir... faire le pesant entre les deux, de savoir demander de l'aide quand on en a besoin. Exactement. Et du coup, c'est quoi les conseils que vous donneriez à 2 jeunes qui voudraient se lancer, que ce soit dans l'écriture ou la production d'un film aujourd'hui ? Pour l'écriture... D'essayer déjà. Oui, essayer. De se lancer, c'est la première étape. Et de demander conseil, d'avoir un avis en fait de quelqu'un d'autre sans forcément expliquer avant l'histoire et juste faire lire en fait pour avoir un retour en fait sans être influencé. Ouais, carrément. Et puis après de regarder des films. Oui. Beaucoup évidemment. Beaucoup de films et pas le même genre de film parce que y a des choses qu'on peut ne pas aimer et en fait on peut quand même se dire ah ouais non mais ça dans le film ça m'intéresse parce que moi je pars du principe qu'aucun film n'est nul. Il y a toujours un truc dans un film qui peut nous plaire et en ça du coup je dirais pas qu'un film est nul. Je t'enverrai 1 ou 2 titres que tu iras regarder. Tu me diras quelles sont les images à garder, mais... Pourquoi pas ? Parce qu'on est déjà allé voir des films au cinéma où il y avait des choses qui nous plaisaient, où on a ri parce qu'on trouvait ça rigolo. Je pense à un film en particulier qu'on allait voir tous les deux. De quoi ? Aline. Ah, oui. Et il y a des choses, le montage, on n'a pas aimé. Oui, et du coup, ça nous a sorti beaucoup du film, mais il y avait des choses qui nous ont fait marrer à des moments. On s'est dit, bon, ça marche.
des choses, ça marche pas, enfin en tout cas de notre avis, ouais, bien mais sûr. c'est d'aller regarder des films parce que ça nourrit forcément son envie de créer et son imagination aussi. Hein, ouais, c'est clair. Trop bien. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Un tournage de fou. Oui. Ouais, que le tournage se passe bien, ce serait déjà une bonne... Et puis qu'on arrive à faire ce film avec l'équipe qu'on a, qu'on soit content de nous. Ouais. Ce serait déjà bien. Oui. Vous pouvez déjà l'être, hein, ne serait-ce que du travail que vous avez fait jusqu'ici, je pense. Hein. Oui. Ça, oui, on est plutôt contents, mais on reste des éternels insatisfaits de notre travail à chaque fois. Ouais, ça c'est le gros souci, on va dire. Perfectionnisme. Oui, le perfectionnisme est un gros souci. Ouais. Et une qualité aussi évidente, mais voilà, oui, bien sûr. Qui vient un peu obstruer parfois le travail, malheureusement. C'est pour ça qu'on est content d'avoir l'équipe qu'on a, parce que ils savent voir aussi des choses, nous dire des fois, mais là c'est bien. Ouais, bien sûr. On sont satisfaits, on est content, puis après on teste d'autres choses, on regarde. Et c'est du coup le laisser aller, tout simplement, parce que parfois on est buté sur quelque chose et en fait tout le monde te dit mais en fait ça ne marche pas et il faut savoir se dire ok, bon là je suis pas dans le bon truc. L'idée de savoir reconnaître qu'à un moment donné, soit on n'est pas bon, ou soit ça marche pas, et c'est pas si grave, c'est toujours une solution derrière. Non, c'est ça, c'est de tester. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure pour les gens qui ont envie d'essayer, c'est essayer, regarder des films, écoutez-vous, et puis surtout écoutez aussi les autres. Des fois, les conseils des autres sont pas les bons, mais au pire, on se rate, et puis... et puis on peut en apprendre un peu plus. C'est ça. Bon, pour terminer, je vais vous demander vos devoirs. Parce que je vous ai demandé de préparer 2 petites recommandations à me donner, à savoir donc un petit artisan que vous connaissez ou un projet local qui vous tient à cœur et quelqu'un que vous souhaiteriez écouter à ce micro. Moi, je conseillerais Interlingo. En fait, c'est des événements qui se passent dans des bars avec des personnes de différentes nationalités, où on vient pour parler en anglais, ou dans différentes langues selon la nationalité. Trop bien. Et ce qui permet de faire passer une soirée, un échange, voilà. Et c'est sur Nantes ? C'est sur Nantes, ouais. Trop cool. Généralement, ils changent de bar, mais voilà, c'est des moments très sympas. Trop bien. Voilà. J'irai voir ça. Moi, c'est une association qui lutte contre le harcèlement qui s'appelle Gralon, qui est nantaise aussi. Trop bien. Donc, parce que je pense que l'une des plus grosses difficultés là-dedans, c'est d'en parler. Et je pense que c'est auprès des associations qu'on peut déjà un peu délivrer la parole. Et d'y aller, c'est important, mais que ce soit tout type de harcèlement. Hein. Donc, voilà. Ça, ouais. Et puis, sinon, j'aimerais recommander quelqu'un à ton micro, moi. Ouais, quelqu'un, c'est une amie à moi qui fait de la peinture, de l'illustration. Pour moi, quand je la vois, c'est la définition de l'artiste. Elle s'appelle Sarah Bogart. D'accord. Et elle s'est lancée dans un projet il y a, je vais dire pas très longtemps, mais ça fait déjà quelques mois, où elle a fait comme moi une année à l'étranger et le Covid l'a fait revenir. D'accord. Et elle avait cette frustration de ne pas pouvoir voyager. Et ce qu'elle a décidé de faire, c'est, vu qu'elle adore parce qu'elle fait de la photo aussi, c'est de s'acheter des appareils photo jetables et pour toutes nos connaissances qui sont à l'étranger, de leur envoyer cet appareil et de le passer en fait à des gens, des amis, pour après qu'il y ait des photos qu'elle puisse ensuite développer elle sur Nantes. C'est sa façon de voyager et à terme son but ce serait d'en faire une expo, mais je vais pas tout dire parce que j'espère que tu la recevras parce qu'elle est passionnante. Et ce serait avec grand plaisir en tout cas parce que le projet a l'air vraiment cool. Moi je vais conseiller Florian Mallet, qui est un ami qui fait l'illustration. D'accord. Et en gros, qui a commencé un peu sur le tard, qui a fait un doctorat d'hydrogéologie. Ok. Et rien à voir. Et en fait, voilà, il s'est lancé maintenant. Il fait aussi de la sérigraphie. Il a sa page Instagram. Donc c'est du dessin avec beaucoup de détails. Et qui a aussi un compte Etsy. Donc voilà, donc il vend aussi ses œuvres. Et tous les liens seront dans la description, que ce soit Etsy, Instagram, comme ça. Ouais. Nos éditeurs pourront tout retrouver en dessous, et puis même pour ceux dont on a parlé juste avant. Très super. Merci. Moi, je tiens à vous remercier quand même, parce qu'on a parlé très longtemps. Je sais pas ce qu'il en restera finalement sur le podcast, mais cette discussion, elle a été hyper enrichissante pour moi, et j'ai vraiment trouvé ça super intéressant, et je suis persuadée que ce sera aussi le cas de nos auditeurs.
Donc pour ça, je vous remercie. Je conseille aussi d'ailleurs aux personnes qui nous écoutent de bien faire attention à vos réseaux sociaux et puis aux miens, puisqu'un concours est susceptible d'arriver à un moment donné pour vous faire gagner quelque chose en rapport avec le film. Et puis écoutez, merci encore. Moi, c'était un réel plaisir de vous accueillir ici. Et puis pour être le premier à pouvoir aller voir leur production, moi je conseille à toutes les personnes qui nous écoutent de bien vous suivre sur vos réseaux sociaux et puis d'aller participer à la cagnotte pour ceux qui le peuvent. Si vous pouvez pas, c'est pas grave, mais c'est toujours un soutien en plus quand c'est possible. Merci beaucoup Maëlle. Merci beaucoup à toi. Ouais. Avec grand plaisir. On a été super bien accueillis. C'était vraiment super. C'est gentil. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 Ambitions. Et puis bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Salut. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note et un commentaire pour le soutenir. Je vous invite à aller suivre mes invités sur leurs réseaux sociaux pour leur donner encore plus de visibilité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 Ambitions. Et d'ici là, n'hésitez pas à venir me suivre sur ma page Instagram où je vous donne régulièrement de petites exclus sur le podcast. Prenez soin de vous.